La vérité peut être dérangeante, mais elle est indispensable. Dans un monde où la nature impose ses lois implacables, une histoire révèle que même les prédateurs les plus redoutés peuvent devenir vulnérables face à une intelligence collective qu'ils sous-estiment. Préparez-vous à découvrir un récit brut et bouleversant sur la survie, la maternité et les stratégies inattendues que la savane africaine cache dans ses secrets les plus sombres. Ce que vous allez entendre défie tout ce que vous croyez savoir sur la hiérarchie naturelle. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil se levait à peine sur les plaines infinies de la savane tanzanienne, teignant l'horizon de nuances orangées et pourpres qui semblaient incendier le ciel. Les acacias épineux projetaient leurs ombres allongées sur la terre rouge et poussiéreuse, tandis que les premiers chants des oiseaux annonçaient le réveil d'un écosystème complexe et impitoyable. Dans cette immensité sauvage où chaque journée peut être la dernière, une lionne solitaire avançait péniblement entre les hautes herbes dorées, son pelage habituellement lustré maintenant taché de sang séché et de boue. Son nom, dans le langage silencieux de la savane, aurait pu être Naldi, ce qui signifie étoile dans la langue locale, car ses yeux ambrés brillaient d'une détermination farouche malgré la douleur qui irradiait de sa patte arrière gauche. Cette blessure, reçue 3 jours auparavant lors d'une confrontation désastreuse avec un buffle mâle particulièrement agressif, s'était infectée, transformant chaque pas en un calvaire insoutenable. Mais Naldi ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas se reposer. Car dans son ventre gonflé, 3 petites vies dépendaient entièrement de sa capacité à survivre encore quelques semaines, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit sûr pour mettre bas. La fierté à laquelle elle appartenait autrefois l'avait abandonnée, comme c'est souvent le cas dans le monde cruel des lions lorsqu'un nouveau mâle dominant prend le contrôle et élimine toute trace de l'ancien régime. Naldi avait été chassée par le nouveau patriarche, un colosse aux cicatrices multiples nommé Jabari, dont la crinière noire témoignait de sa puissance et de sa brutalité. Elle avait dû fuir précipitamment, seule et vulnérable, abandonnant le territoire qu'elle connaissait depuis sa naissance, les points d'eau familiers, les zones de chasse abondantes, les tanières sûres où elle avait elle-même vu le jour. Maintenant, elle errait dans une région inconnue, un territoire hostile où chaque créature semblait percevoir sa faiblesse comme une invitation à l'attaque. Les hyènes tachetées l'avaient suivie pendant 2 nuits consécutives, leur ricanement sinistre résonnant dans l'obscurité, testant sa résistance, attendant le moment où elle s'effondrerait enfin. Mais Naldi avait tenu bon, grognant et montrant les crocs chaque fois qu'elle s'approchait trop près, utilisant ses dernières réserves d'énergie pour projeter une image de force qu'elle ne possédait plus vraiment. Ce matin-là, alors que la chaleur commençait déjà à monter de la terre desséchée, Naldi aperçut au loin une formation rocheuse qui s'élevait comme une forteresse naturelle au-dessus de la plaine. Des kopjes, ces affleurements granitiques typiques de la savane africaine, qui offraient ombre, hauteur stratégique et potentiellement des cavités où elle pourrait se réfugier pour mettre bas. Son instinct maternel, plus puissant que la douleur, plus fort que la peur, la poussa vers cette promesse de sanctuaire. Elle boitait lourdement, sa patte infectée traînant légèrement derrière elle, laissant une trace subtile dans la poussière que n'importe quel prédateur expérimenté pourrait suivre. Chaque muscle de son corps protestait, réclamant repos et nourriture, mais elle continuait, pas après pas, ses yeux fixés sur les rochers qui brillaient sous le soleil matinal comme un mirage salvateur. Ce que Naldi ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir dans son état affaibli et sa concentration désespérée sur la survie, c'est que ces kopjes n'étaient pas déserts. Ils abritaient une colonie de babouins olives, l'une des plus grandes et des plus organisées de toute la région. Plus de 80 individus vivaient là, dirigés par un mâle alpha d'une intelligence redoutable et d'une cruauté calculée nommé Kondo. Ce babouin massif, aux épaules larges et aux canines impressionnantes qui rivalisaient avec celles d'un léopard, avait établi sa domination non seulement par la force brute, mais aussi par une capacité stratégique rare dans le règne animal. Sous son leadership, la troupe avait développé des tactiques de chasse et de défense d'une sophistication surprenante, transformant ces primates principalement végétariens en une force collective capable de tenir tête même aux grands prédateurs. Les babouins avaient observé l'approche de Naldi depuis le lever du soleil. Leurs sentinelles, postées sur les rochers les plus élevés, avaient immédiatement remarqué sa démarche claudicante, son état de maigreur avancé, le gonflement révélateur de son abdomen. Dans leur langage complexe fait de cris, de grognements et de gestes, ils avaient communiqué l'information à travers toute la colonie. Une lionne blessée et enceinte s'approchait de leur territoire. Pour la plupart des animaux, cela aurait signifié danger et évacuation immédiate. Mais Kondo avait vu autre chose. Il avait vu une opportunité. Les babouins et les lions entretenaient une relation ancestrale de méfiance et d'hostilité occasionnelle. Les lions tuaient parfois des jeunes babouins imprudents, et les babouins harcelaient les lions chaque fois qu'ils le pouvaient sans risque majeur. Mais cette situation était différente. Cette lionne n'était pas une menace, elle était une proie potentielle. Et plus encore, elle représentait quelque chose que Kondo désirait ardemment pour consolider son pouvoir et impressionner sa troupe,
un exploit qui serait raconté dans les générations futures de babouins, une victoire qui défierait l'ordre naturel lui-même. Kondo rassembla son conseil de guerre, une douzaine de mâles adultes expérimentés, des combattants aguerris aux poitrines argentées et aux regards calculateurs. Ils se regroupèrent sur une plateforme rocheuse, leurs silhouettes sombres se détachant contre le ciel bleu intense, et commencèrent à planifier. Leur stratégie ne serait pas une attaque frontale suicidaire, mais un harcèlement méthodique, une guerre d'usure psychologique et physique conçue pour exploiter chaque faiblesse de leur adversaire. Ils utiliseraient leur nombre, leur agilité, leur connaissance parfaite du terrain et surtout leur intelligence collective pour transformer ce territoire en un piège mortel dont la lionne ne pourrait jamais s'échapper. Les jeunes mâles, pleins d'énergie et désireux de prouver leur valeur, frappaient déjà le sol de leurs paumes calleuses, produisant un rythme menaçant qui résonnait entre les rochers comme un tambour de guerre ancestrale. Les femelles, normalement plus prudentes, observaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension, tenant leurs petits contre elles tout en comprenant que la survie de leur communauté dépendait parfois d'actes qui transcendaient leur nature habituellement défensive. Naldi atteignit enfin la base des Kopje alors que le soleil approchait de son zénith, transformant la savane en un four suffocant. Elle s'effondra à l'ombre d'un grand rocher, sa respiration lourde et saccadée, sa langue pendante cherchant désespérément une humidité qui n'existait pas. Sa patte infectée pulsait de douleur, et elle pouvait sentir la fièvre qui commençait à envahir son corps, cette chaleur interne qui n'avait rien à voir avec le soleil africain mais qui annonçait une bataille que son système immunitaire affaibli pourrait ne pas gagner. Elle lécha machinalement sa blessure, un geste instinctif qui apportait peu de soulagement mais qui était tout ce qu'elle pouvait faire. Ses petits bougeaient dans son ventre, leurs mouvements faibles mais perceptibles, lui rappelant constamment pourquoi elle ne pouvait pas simplement s'abandonner à l'épuisement et à la mort. Elle devait tenir. Elle devait trouver un moyen de survivre jusqu'à la naissance, et ensuite, d'une manière ou d'une autre, de protéger ses lionceaux assez longtemps pour qu'ils aient une chance dans ce monde impitoyable. C'est alors qu'elle entendit le premier cri. Un hurlement strident et glaçant qui provenait des rochers au-dessus d'elle, immédiatement repris par des dizaines d'autres voix formant une cacophonie assourdissante qui semblait envelopper tout l'espace. Naldi leva péniblement la tête et son sang se glaça. Les rochers grouillaient littéralement de babouins. Ils étaient partout, sur chaque saillie, chaque plateforme, chaque fissure, une armée simiesque aux yeux brillants d'une intelligence troublante et d'une hostilité palpable. Kondo se tenait sur le point le plus élevé, sa silhouette massive dominant toute la scène, et il la fixait avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Ce n'était pas de la simple curiosité ou un avertissement territorial. C'était de la malveillance pure, calculée et déterminée. Naldi comprit immédiatement son erreur terrible. Elle n'avait pas trouvé un sanctuaire. Elle s'était jetée directement dans un piège dont elle ne connaissait même pas l'existence. Et maintenant, affaiblie, enceinte, sans aucune possibilité de fuite rapide, elle allait devoir affronter non pas un prédateur solitaire ou même une meute organisée, mais une intelligence collective armée d'une rancune ancestrale et d'une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginé perdre. Les babouins commencèrent leur assaut psychologique. Ils ne descendirent pas immédiatement pour l'attaquer, ce qui aurait été trop prévisible et trop risqué même pour une lionne blessée qui pouvait encore tuer plusieurs d'entre eux avant de succomber. Non, leur stratégie était plus subtile et plus cruelle. Ils se mirent à lancer des pierres, de petits cailloux au début, qui rebondissaient autour de Naldi, la forçant à rester constamment alerte, à sursauter à chaque impact. Puis les projectiles devinrent plus gros, des roches de la taille d'un poing qui sifflaient dangereusement près de sa tête, qui frappaient son corps meurtri avec des impacts douloureux. Elle essaya de se déplacer, de trouver un abri plus sûr, mais chaque fois qu'elle bougeait, les babouins ajustaient leur position, maintenant toujours une couverture complète de leur cible. Ils travaillaient en coordination parfaite, certains lançant pendant que d'autres ramassaient plus de munitions, créant un bombardement constant qui ne laissait aucun répit à la lionne. Et tout le temps, il hurlait, ces cris perçants qui résonnaient dans ses oreilles, qui envahissaient son esprit, qui l'empêchaient de penser clairement, de planifier, de trouver une échappatoire. Naldi rugit en retour, un son qui aurait dû faire fuir n'importe quel animal sensé, un avertissement de la reine de la savane qui ne tolérerait pas une telle insolence. Mais son rugissement, autrefois puissant et terrifiant, sonnait maintenant creux et désespéré, affaibli par la douleur et l'épuisement. Les babouins ne furent pas impressionnés. Si quelque chose, cela sembla les exciter davantage, comme s'ils reconnaissaient que le mythe de l'invincibilité du lion s'effondrait devant eux, prouvant ce que Kondo avait toujours su, que l'intelligence et la coordination pouvaient triompher de la force brute. Plusieurs jeunes mâles commencèrent à descendre plus près, bondissant de rocher en rocher avec une agilité stupéfiante, s'approchant dangereusement de la lionne, testant ses réflexes, mesurant sa capacité à se défendre. Naldi fit un mouvement brusque vers le plus proche, claquant ses mâchoires dans le vide, mais sa patte blessée la trahit et elle s'effondra partiellement, exposant momentanément son flanc vulnérable. Les babouins hurlèrent de triomphe, comprenant que leur victoire n'était qu'une question de temps et de patience. La première journée se transforma en un cauchemar interminable. Naldi ne pouvait ni manger ni dormir.
constamment harcelée par ses tourmenteurs simiesques. Quand la soif devint insupportable, elle tenta de se déplacer vers un petit point d'eau qu'elle avait aperçu entre les rochers, mais les babouins l'en empêchèrent, formant un barrage vivant de corps agités et de menaces vocales qui lui interdisaient l'accès à cette ressource vitale. Il la gardait délibérément assoiffée, comprenant instinctivement que la déshydratation accomplirait ce que leur pierre ne pouvait pas faire rapidement. Alors que le soleil commençait enfin à décliner, teignant à nouveau le ciel de couleurs spectaculaires qui contrastaient cruellement avec l'horreur de la situation de Naldi, elle réalisa avec une clarté déchirante qu'elle pourrait ne jamais voir ses petits naître, que son dernier acte dans ce monde serait non pas de donner la vie, mais de la perdre de la manière la plus humiliante qu'une lionne puisse imaginer, vaincue non pas par un rival digne, mais par des créatures qu'elle avait toujours considérées comme inférieures dans la hiérarchie de la savane. Pourtant, quelque chose en elle refusait de capituler. Une étincelle de résistance, alimentée par l'instinct maternel le plus fondamental, continuait de brûler même alors que son corps commençait à abandonner. Elle regarda les babouins avec une nouvelle compréhension, non plus comme de simples harceleurs opportunistes, mais comme des adversaires intelligents qui méritaient son respect même dans leur cruauté. Et dans cette compréhension, germa une idée désespérée. Si elle ne pouvait pas les vaincre par la force, si elle ne pouvait pas s'échapper par la vitesse, peut-être pourrait-elle survivre en les déjouant, en utilisant contre eux la seule chose qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer chez une lionne blessée et enceinte, la ruse stratégique née d'une détermination absolue à protéger sa progéniture future coûte que coûte. Alors que la nuit tombait sur les Kopjes, transformant les rochers en silhouettes noires menaçantes sous un ciel étoilé d'une beauté indifférente, la véritable bataille entre l'instinct maternel et l'intelligence collective ne faisait que commencer. Et dans l'obscurité grandissante, les yeux ambrés de Naldi brillaient toujours, refusant de s'éteindre, promettant que cette histoire était loin d'être terminée. La nuit dans la savane africaine est une période de transformation radicale où les règles du jour s'inversent et où de nouveaux prédateurs émergent des ombres. Pour Naldi, l'obscurité représentait à la fois un danger accru et une mince opportunité de répit. Les babouins, bien qu'intelligents et organisés, restaient des créatures diurnes avec une vision nocturne limitée. À mesure que les dernières lueurs du crépuscule s'estompaient, leurs mouvements devenaient plus hésitants, leurs attaques moins coordonnées. Kondo, comprenant les limitations de sa troupe, ordonna un retrait stratégique vers les parties supérieures des Kopjes, mais il laissa des sentinelles postées à intervalles réguliers, des gardes qui appelleraient immédiatement au moindre signe de mouvement de la lionne. L'armée des babouins n'abandonnerait pas son siège, elle le maintiendrait simplement différemment, adaptant ses tactiques aux circonstances changeantes avec une flexibilité qui témoignait de leur sophistication cognitive. Naldi profita de cette accalmie relative pour évaluer sa situation avec un réalisme brutal. Sa patte infectée était maintenant terriblement enflée, chaude au toucher, et elle pouvait à peine y mettre du poids sans ressentir une douleur fulgurante qui lui coupait le souffle. La fièvre qui avait commencé à monter dans l'après-midi s'était intensifiée, faisant trembler son corps par vagues intermittentes malgré la chaleur résiduelle de la nuit africaine. Sa bouche était sèche comme du papier de verre, sa langue gonflée rendant la déglutition difficile. Elle n'avait rien mangé depuis 4 jours, et son corps puisait dans ses dernières réserves non seulement pour la maintenir en vie, mais aussi pour nourrir les 3 petites vies qui grandissaient inexorablement dans son ventre, inconscientes du cauchemar dans lequel elles allaient naître, si tant est qu'elles naissent. Objectivement, ses chances de survie étaient minuscules. N'importe quel observateur rationnel aurait conclu qu'elle était condamnée. Mais Naldi n'était pas guidée par la logique rationnelle, elle était animée par quelque chose de plus primitif et de plus puissant que n'importe quel calcul de probabilité, l'impératif biologique de transmettre ses gènes, de s'assurer que sa lignée continue, coûte que coûte. Dans l'obscurité, elle commença à explorer méthodiquement son environnement immédiat avec ses sens aiguisés. Ses yeux, adaptés à la vision nocturne avec une efficacité que les babouins ne pouvaient égaler, scrutaient chaque fissure, chaque crevasse, chaque configuration rocheuse autour d'elle. Ses oreilles, pivotant indépendamment, captaient le moindre son, distinguant les grattements des petits rongeurs nocturnes, le bruissement lointain d'un hibou grand-duc, les respirations régulières des sentinelles babouines qui montaient une garde vigilante mais pas infaillible. Son odorat, même affaibli par la fièvre, détectait les multiples odeurs de la nuit, le musc des babouins qui imprégnait maintenant tout le secteur, l'odeur métallique de son propre sang, et quelque chose d'autre, quelque chose d'humide et de prometteur qui venait d'une direction particulière entre les rochers. De l'eau. Pas le point d'eau principal que les babouins gardaient jalousement, mais peut-être une petite collection d'humidité, une flaque résiduelle de la dernière pluie piégée dans une dépression rocheuse, suffisante pour apaiser temporairement sa soif dévorante. Naldi attendit patiemment, disciplinant son désespoir avec une volonté de fer, observant les patterns de mouvement des sentinelles babouines. Elle remarqua qu'elles changeaient de position toutes les heures environ, qu'il y avait de brefs moments de transition où leur couverture n'était pas absolue, des fenêtres de quelques secondes pendant lesquelles elles pourraient peut-être se déplacer sans être immédiatement détectées. Elle attendit que la lune, un croissant fin qui fournissait juste assez de lumière pour naviguer mais pas assez pour être facilement vue, soit obscurcie par un nuage passager. Et alors, mobilisant des réserves d'énergie qu'elle ne savait pas posséder,
Elle se traîna silencieusement vers la source de l'odeur d'eau, chaque mouvement une agonie maîtrisée, chaque centimètre parcouru une victoire contre son propre corps qui hurlait d'abandonner. Elle n'utilisait que 3 pattes, maintenant sa patte blessée levée, progressant avec une lenteur douloureuse mais avec la détermination inébranlable d'une mère qui protège sa progéniture même avant leur naissance. Elle atteignit enfin la petite flaque, nichée dans une dépression rocheuse à peine plus grande qu'une tête de lion. L'eau était tiède, légèrement stagnante, probablement porteuse de parasites, mais c'était le nectar le plus précieux qu'elle ait jamais goûté. Elle but avidement, son corps absorbant chaque goutte comme un désert absorbe la pluie rare, sentant une infime amélioration de sa lucidité alors que la déshydratation critique était temporairement inversée. Ce n'était pas suffisant pour la guérir, loin de là, mais c'était suffisant pour lui donner quelques heures supplémentaires de conscience, quelques heures de plus pour planifier, pour résister, pour espérer. Alors qu'elle relevait la tête, l'eau dégoulinant de son museau, elle entendit un cri d'alarme aigu venant des rochers au-dessus. Une sentinelle l'avait repérée. En quelques secondes, le calme relatif de la nuit explosa en chaos alors que des dizaines de babouins se réveillaient, leurs cris indignés remplissant l'air nocturne, furieux que leur prisonnière ait osé défier leur surveillance et accéder à une ressource qu'ils avaient voulu lui interdire. Mais Naldi ne retourna pas immédiatement à sa position précédente. Au lieu de cela, elle continua à explorer, profitant du fait que dans l'obscurité, les babouins étaient moins efficaces pour coordonner leurs attaques. Elle découvrit une série de passages étroits entre les rochers, des couloirs naturels formés par des millénaires d'érosion, trop étroits pour que plusieurs babouins puissent l'attaquer simultanément mais assez larges pour qu'elle puisse s'y glisser. C'était loin d'être une solution parfaite, elle serait toujours piégée dans ses copges, mais ces passages offraient au moins une possibilité de défense plus efficace, transformant le désavantage numérique en un avantage positionnel où elle pourrait faire face à ses assaillants un ou deux à la fois plutôt que d'être submergée par leur nombre. Elle s'installa dans l'un de ces passages, son dos contre la paroi rocheuse solide, son regard fixé sur l'entrée étroite devant elle, adoptant une posture défensive qui maximisait ses chances de survie même dans son état affaibli. Les babouins tentèrent plusieurs incursions pendant le reste de la nuit, mais la nouvelle position de Naldi les frustrait considérablement. Chaque fois qu'un jeune mâle trop audacieux essayait de s'engager dans le passage, il se retrouvait face à face avec une lionne acculée dont les crocs, même affaiblis, restaient mortellement efficaces à courte distance. 2 babouins se retirèrent avec des lacérations superficielles après des rencontres trop rapprochées, leurs cris de douleur et de surprise servant d'avertissement aux autres que cette proie n'était pas encore complètement vaincue. Kondo, observant depuis sa position élevée, grognait de frustration mais aussi d'un respect réticent. Cette lionne démontrait une résilience et une adaptabilité qui dépassaient ce qu'il avait anticipé. Elle apprenait, elle s'ajustait, elle utilisait l'environnement à son avantage exactement comme il l'aurait fait lui-même. C'était une adversaire digne, et cela ne faisait que renforcer sa détermination à la vaincre, car une victoire sur un adversaire digne valait bien plus qu'un triomphe facile sur une proie pathétique. Au lever du soleil, la troupe de babouins se rassembla à nouveau, et Kondo tint ce qui ressemblait étrangement à un conseil de guerre. Les mâles dominants s'assirent en demi-cercle, leurs expressions sérieuses et concentrées, tandis que leur chef utilisait une combinaison complexe de vocalisation, de gestes et même de démonstrations physiques pour communiquer sa nouvelle stratégie. Il ne pouvait plus compter sur un harcèlement simple pour épuiser la lionne. Elle avait prouvé qu'elle pouvait trouver des moyens de résister même dans des circonstances désespérées. Ils devaient intensifier leurs efforts, mais de manière intelligente. Kondo désigna plusieurs jeunes mâles particulièrement agiles et leur assigna une mission spécifique. Ils deviendraient des harceleurs constants, des provocateurs qui se relayeraient pour empêcher Naldi de se reposer même un instant. D'autres babouins furent chargés de bloquer complètement tous les accès possibles à l'eau et à la nourriture. Un groupe spécial reçut la tâche de ramasser les plus grandes pierres qu'ils pouvaient manipuler et de créer un arsenal près de l'entrée du passage où Naldi s'était réfugiée, prêt à bombarder si elle tentait de sortir. Pendant ce temps, Naldi utilisait les premières heures de clarté pour lécher minutieusement sa blessure infectée, enlevant autant de pus que possible, essayant instinctivement de nettoyer l'infection même si elle savait que sans traitement approprié, sans le temps de guérison que sa situation ne lui permettrait jamais, l'infection continuerait à se propager. Elle sentait ses petits bouger plus vigoureusement maintenant, leur développement progressant inexorablement vers le terme, indifférent au fait que le monde dans lequel ils allaient naître serait immédiatement hostile, qu'il n'y aurait pas de fierté protectrice pour les accueillir, pas de tanière sécurisée où ils pourraient grandir en sécurité. Si elle survivait assez longtemps pour mettre bas ici, dans ces rochers hostiles entourés d'ennemis intelligents et impitoyables, quel avenir pourraient avoir ces lionceaux? Cette pensée était presque plus insupportable que la douleur physique ou la perspective de sa propre mort. Car Naldi, comme toute mère dans le règne animal, pouvait accepter son propre sacrifice si cela signifiait que sa progéniture survivrait, mais l'idée que ses petits meurent avant même d'avoir eu une chance de vivre lui était absolument intolérable. C'est cette pensée qui cristallisa sa résolution finale. Elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment, piégée dans ce passage comme dans une tombe qui attendait simplement d'être scellée. Elle devait soit s'échapper, soit périr en essayant, car rester signifiait une mort certaine pour elle et pour ses petits.
Mais une évasion directe était impossible dans son état actuel contre un ennemi qui contrôlait tous les points stratégiques et qui attendait exactement un tel mouvement. Elle devait créer une opportunité, forcer une ouverture dans leur encerclement, et pour cela, elle avait besoin de quelque chose que les babouins ne s'attendraient jamais à voir chez une lionne piégée et mourante. Elle avait besoin de patience stratégique et de la capacité à feindre une faiblesse encore plus grande que celle qu'elle ressentait réellement, pour les attirer dans un excès de confiance qui pourrait créer une faille exploitable. Au cours des heures suivantes, Naldi cessa apparemment de résister. Elle resta immobile dans son passage, sa respiration devenant délibérément plus laborieuse et visible, ses yeux se fermant fréquemment comme si elle glissait dans l'inconscience. Elle ne réagissait plus aux provocations des jeunes babouins qui s'approchaient de plus en plus près, leurs cris moqueurs remplissant l'air alors qu'ils célébraient prématurément leur victoire imminente. Certains commencèrent même à lancer des petits bâtons et des morceaux d'herbe sur elle, testant si elle bougerait, et quand elle ne réagissait pas, leur audace augmentait exponentiellement. Kondo observait tout cela avec satisfaction, convaincu que l'infection et l'épuisement accomplissaient enfin leur œuvre inévitable, que la lionne était dans ses dernières heures et que bientôt, très bientôt, il pourrait revendiquer une victoire qui serait légendaire dans l'histoire de sa troupe. Mais sous ses paupières à moitié fermées, Naldi observait attentivement, mémorisant les mouvements de chaque babouin, notant les patterns de leur comportement, identifiant les moments où leur attention collective se relâchait légèrement. Elle attendait non pas un moment de faiblesse absolue, qui ne viendrait probablement jamais, mais un moment d'inattention relative, une fenêtre de quelques secondes où elle pourrait transformer son apparente capitulation en une explosion d'action violente qui les prendrait suffisamment au dépourvu pour créer un passage. Et elle savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance. Si elle échouait, ce serait la fin, non seulement pour elle mais pour les trois vies innocentes qui dépendaient entièrement de sa capacité à accomplir l'impossible. L'opportunité se présenta en milieu d'après-midi, lorsque le soleil était à son zénith et que la chaleur devenait presque insupportable même pour les habitants habitués de la savane. Les babouins, malgré leur vigilance, commencèrent à chercher l'ombre et plusieurs d'entre eux s'assoupirent dans les positions les plus fraîches qu'ils pouvaient trouver. Même Kondo, confiant dans l'état apparemment moribond de sa captive, permit à sa propre vigilance de diminuer légèrement alors qu'il se retirait vers une corniche ombragée. C'était le moment. Naldi mobilisa chaque fibre de son être, ignorant les hurlements de protestation de son corps brisé, et explosa soudainement de son refuge rocheux avec une vitesse qui sembla défier les lois de la physique étant donné son état. Les babouins les plus proches, complètement surpris par cette résurrection apparente, reculèrent instinctivement, leur cri d'alarme retardé de quelques secondes cruciales. Naldi chargea non pas vers la sortie la plus évidente, que les babouins surveillaient encore relativement bien, mais vers un passage latéral qu'elle avait identifié pendant ses explorations nocturnes, un chemin étroit et difficile qui descendait le long du côté le plus escarpé des kopjes. Les babouins réagirent avec une rapidité impressionnante une fois la surprise initiale passée. Kondo hurla des ordres, mobilisant toute sa troupe dans une poursuite coordonnée. Des dizaines de babouins se lancèrent à la suite de Naldi, bondissant de rocher en rocher avec leur agilité caractéristique, leurs cris formant une vague sonore terrifiante qui poursuivait la lionne en fuite. Mais Naldi avait gagné des secondes précieuses, et dans le monde de la prédation et de la survie, quelques secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Elle dévalait le passage escarpé avec une témérité née du désespoir, sa patte blessée heurtant douloureusement les rochers mais soutenue par l'adrénaline qui inondait son système, masquant temporairement la douleur sous un voile d'urgence vitale. Derrière elle, elle entendait les babouins se rapprocher, leur respiration haletante, leurs mains et pieds griffant la roche, certains prenant des raccourcis téméraires qui les rapprochaient dangereusement d'elle. Un jeune mâle particulièrement audacieux et rapide la rattrapa presque, bondissant sur son dos dans une tentative d'arrêter sa fuite. Naldi se retourna avec une férocité explosive, ses mâchoires se refermant sur le bras du babouin qui poussa un cri aigu de douleur et de terreur. Elle le secoua violemment avant de le projeter contre les rochers, où il s'effondra, blessé mais vivant, servant d'avertissement aux autres poursuivants que même en fuite, même mourante, la lionne restait mortellement dangereuse. Cette confrontation brève coûta à Naldi des secondes précieuses et permit à d'autres babouins de réduire la distance, mais elle lui donna aussi un répit momentané alors que les poursuivants les plus proches hésitaient, reconsidérant la sagesse de s'approcher trop près de cette proie qui refusait obstinément de se comporter comme une victime passive. Naldi émergea finalement de la zone rocheuse et se retrouva sur la plaine ouverte, un terrain qui offrait moins de cachette mais où sa vitesse supérieure, même compromise par sa blessure, lui donnait un avantage sur les babouins dont la locomotion bipède-quadrupède était moins efficace sur longue distance. Elle courut comme elle n'avait jamais couru, son corps maigre et affaibli trouvant des réserves d'énergie qu'elle ne savait pas posséder, alimentée par l'instinct maternel le plus fondamental et par la pure volonté de survivre. Derrière elle, la poursuite continuait mais commençait à s'étirer, les babouins les plus jeunes et les plus rapides maintenant le contact tandis que les plus vieux et plus prudents commençaient à abandonner, comprenant que s'aventurer trop loin de leur territoire rocheux les exposait à leurs propres prédateurs. Kondo était parmi les poursuivants persistants, sa fierté et sa détermination le poussant à continuer même quand la logique dictait l'arrêt, mais même lui devait reconnaître que la lionne, contre toute attente, était en train de s'échapper.
Après ce qui sembla des heures, mais n'était probablement que quelques minutes d'effort maximal, Naldi regarda en arrière et vit que la distance entre elle et ses poursuivants avait considérablement augmenté. Les babouins ralentissaient, s'arrêtaient, certains déjà en train de faire demi-tour vers la sécurité de leur copse. Kondo resta le dernier, debout sur ses pattes arrière, fixant la lionne qui s'éloignait, et dans ce moment, un respect mutuel étrange passa entre ces deux adversaires intelligents. Ils avaient tous deux combattu avec tout ce qu'ils possédaient, utilisant non seulement leur force physique mais aussi leur intelligence, leur stratégie, leur volonté. Kondo avait échoué à sécuriser sa victoire spectaculaire, mais il avait prouvé que son espèce pouvait tenir tête même aux grands prédateurs dans les bonnes circonstances. Naldi avait payé un prix terrible, mais elle avait survécu à l'impossible et conservait encore, contre toute probabilité, ses lionceaux à naître. Puis Kondo tourna et commença à marcher vers ses rochers, et Naldi, épuisé au-delà de toute description, s'effondra dans les hautes herbes, son corps tremblant de fatigue et de soulagement. Mais l'épreuve de Naldi n'était pas terminée. Elle ne faisait en réalité que commencer sous une forme différente. Elle avait échappé à l'armée des babouins, mais elle était maintenant seule dans une région inconnue, gravement blessée, affamée et dangereusement proche de mettre bas. Sa patte infectée avait empiré pendant sa fuite désespérée, et la fièvre qui l'avait tourmentée intermittente était maintenant constante, brouillant ses pensées et sapant ses forces restantes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester où elle était, exposée et vulnérable dans la plaine ouverte où n'importe quel prédateur pourrait la trouver, et où le soleil africain impitoyable achèverait ce que les babouins n'avaient pas réussi à accomplir. Elle devait trouver de l'eau, trouver de l'ombre, et idéalement trouver une proie qu'elle pouvait encore chasser dans son état lamentable, bien que cette dernière nécessité semblât presque impossible à satisfaire. Naldi se força à se relever, chaque muscle protestant, et commença à marcher dans une direction choisie au hasard, guidée plus par l'espoir irrationnel que par toute connaissance réelle de ce qui l'attendait. Ses sens, normalement si aiguisés, étaient émoussés par la fièvre et l'épuisement, ce qui signifiait qu'elle était maintenant en danger non seulement à cause de sa propre condition, mais aussi parce qu'elle pourrait ne pas détecter d'autres menaces avant qu'il ne soit trop tard pour réagir. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon, transformant le ciel en un spectacle de couleurs vibrantes qui aurait été magnifique dans d'autres circonstances, mais qui n'était maintenant qu'un rappel du temps qui passait, chaque minute la rapprochant de l'effondrement final ou de la mise bas, selon ce qui viendrait en premier. Alors qu'elle errait dans ce paysage hostile, Naldi passa devant des scènes de vie sauvage ordinaire qui continuaient indifférentes à son drame personnel. Un troupeau de gnous paissait paisiblement, leurs jeunes gambadant sans souci. Une famille de phacochères se précipita dans leur terrier à son approche, mais pas par peur, plutôt par simple prudence instinctive. Des vautours tournaient haut dans le ciel, et Naldi se demanda avec une lucidité troublante si c'était elle qu'ils attendaient déjà, anticipant un repas imminent. La vie dans la savane ne s'arrêtait jamais, ne pleurait jamais les pertes individuelles. Chaque créature qui tombait devenait simplement de la nourriture pour d'autres, un transfert d'énergie qui maintenait l'écosystème en mouvement perpétuel. Bientôt, très bientôt, elle pourrait devenir une partie de ce cycle, ses nutriments recyclés dans la chaîne alimentaire, et seuls ses lionceaux, s'ils survivaient, porteraient une trace génétique de son existence. Mais cette pensée fataliste fut interrompue par quelque chose d'inattendu, une odeur portée par la brise du soir qui fit sursauter Naldi hors de son brouillard fébrile. L'odeur de l'eau. Pas une petite flaque résiduelle comme celle qu'elle avait trouvée dans les copges, mais un point d'eau substantiel, peut-être même une rivière saisonnière qui avait retenu suffisamment d'eau de la dernière saison des pluies. Elle tourna immédiatement dans cette direction, sa démarche claudicante s'accélérant légèrement malgré la douleur, l'espoir renaissant comme une flamme tenace qui refuse de s'éteindre. Et effectivement, après avoir franchi une petite élévation, elle le vit, un point d'eau de taille moyenne, bordé de végétation luxuriante et grouillant d'activité animale. Des zèbres, des impalas, des buffles et diverses autres espèces s'y rassemblaient pour leur boisson du soir, créant une scène de coexistence temporaire typique de ces oasis vitales. L'arrivée de Naldi provoqua une réaction immédiate. Les animaux herbivores, détectant le prédateur même affaibli, s'écartèrent nerveusement, créant un espace autour de la lionne comme si sa simple présence contaminait la zone. Certains s'éloignèrent complètement du point d'eau, préférant la soif à la proximité d'un lion, tandis que d'autres restèrent mais à une distance prudente, observant attentivement. Naldi se traîna jusqu'au bord de l'eau et but profondément, son corps absorbant l'humidité précieuse comme une éponge desséchée. Elle but jusqu'à ce que son estomac soit gonflé et inconfortable, sachant qu'elle ne savait pas quand elle aurait à nouveau accès à de l'eau. Puis elle s'effondra à l'ombre d'un acacia solitaire qui poussait près du point d'eau, trop épuisée pour même se soucier de sa position exposée et vulnérable. C'est là que les événements prirent un tournant qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Alors que le crépuscule s'installait et que la plupart des animaux diurnes commençaient à se retirer vers leur refuge nocturne, un groupe d'éléphants approcha du point d'eau. C'était une matriarche expérimentée accompagnée de plusieurs femelles adultes et de quelques jeunes, une unité familiale qui se déplaçait avec la confiance tranquille de ceux qui n'ont presque aucun prédateur naturel à craindre. La matriarche, une femelle massive aux défenses usées et au regard intelligent,
remarqua immédiatement Naldi et s'arrêta, évaluant la situation. Les éléphants et les lions maintiennent généralement une relation de respect mutuel et d'évitement, mais la matriarche vit quelque chose dans l'état de cette lionne qui éveilla un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même, peut-être une reconnaissance d'une mère en détresse, un lien qui transcendait les barrières d'espèces. Au lieu de chasser Naldi ou de simplement l'éviter, la matriarche fit quelque chose d'extraordinaire. Elle guida son troupeau vers le point d'eau, mais positionna stratégiquement les éléphants adultes de manière à créer un périmètre protecteur qui incluait l'espace où Naldi était effondré. C'était comme si elle offrait une protection temporaire, un sanctuaire sous la garde de créatures assez puissantes pour tenir n'importe quel prédateur à distance. Les jeunes éléphants, curieux de la lionne inhabituelle, essayèrent de s'approcher mais furent doucement repoussés par leur mère qui comprenait que même une lionne mourante devait être traitée avec prudence. Naldi, à moitié consciente dans son brouillard fébrile, comprit vaguement ce qui se passait et ressentit une gratitude qu'elle ne pouvait pas exprimer envers ces géants gentils qui n'avaient aucune raison de l'aider mais choisissaient de le faire quand même. Cette nuit-là, alors que Naldi dérivait dans et hors de la conscience, les éléphants restèrent à proximité, leur simple présence dissuadant les hyènes qui rôdaient et qui auraient certainement attaqué la lionne sans défense si elle avait été seule. La matriarche elle-même se reposa à quelques mètres de Naldi, ses grandes oreilles se déployant occasionnellement pour capturer les sons de la nuit, ses yeux petits mais intelligents observant la lionne avec quelque chose qui ressemblait à de la sollicitude. Dans le monde brutal de la savane où la compétition et la prédation dominent les relations interspécifiques, ces moments de compassion apparente entre espèces différentes restaient rares et précieux, des rappels que même dans un écosystème gouverné par la loi du plus fort, il y avait de la place pour des comportements qui défiaient l'explication purement évolutionniste et qui suggéraient une complexité émotionnelle plus profonde qu'on ne le suppose souvent chez les animaux non humains. Au lever du soleil, Naldi se réveilla avec la surprise de découvrir qu'elle était toujours en vie. Plus surprenant encore, ses petits commençaient à se contracter d'une manière qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, le travail avait commencé. Elle allait mettre bas ici, maintenant, au bord de ce point d'eau avec seulement des éléphants compatissants comme témoins et protecteurs. C'était loin d'être la situation idéale dont elle avait rêvé, mais c'était infiniment mieux que de donner naissance dans les cops hostiles entourés d'ennemis assoiffés de sang. Les contractions s'intensifièrent progressivement tout au long de la matinée, et Naldi se retira légèrement dans les buissons épais près de l'acacia, cherchant un minimum d'intimité pour ce moment vulnérable. La matriarche éléphante sembla comprendre ce qui se passait et positionna son troupeau de manière à créer un écran visuel entre Naldi et le reste du point d'eau, lui accordant une petite mesure de privacy et de sécurité pendant son épreuve. La mise bas fut longue et difficile, compliquée par l'état affaibli de Naldi et l'infection qui continuait à ravager son corps. Mais l'instinct maternel guidait chaque action, et un par un, 3 petits lionceaux humides et miaulants émergèrent dans le monde hostile de la savane. Naldi lécha immédiatement chacun d'eux avec une tendresse féroce, nettoyant les membranes, stimulant leur respiration, les rapprochant de son corps chaud. 2 mâles et une femelle, minuscules et aveugles, mais vivants et relativement sains malgré les circonstances terribles de leur naissance. C'était un miracle qu'ils soient là du tout, un témoignage de la résilience extraordinaire de la vie qui trouve un moyen de persister même face aux obstacles les plus insurmontables. Pendant les heures qui suivirent, Naldi resta immobile, permettant à ses nouveau-nés de téter leur premier lait crucial, le colostrum riche en anticorps qui leur donnerait une chance de combattre les innombrables infections et maladies qui les attendaient. Elle était profondément épuisée, son corps ayant donné presque tout ce qu'il possédait pour créer et mettre au monde ces 3 nouvelles vies. Sa patte infectée était maintenant presque complètement inutilisable, et elle savait avec une certitude sombre que l'infection pourrait bientôt se propager à son système sanguin, provoquant une septicémie qui serait fatale. Mais pour le moment, rien de cela n'importait. Ses petits étaient nés, ils étaient vivants, et elle avait accompli ce pourquoi chaque fibre de son être avait lutté depuis des jours. Le reste, quel que soit le destin qui l'attendait, elle l'accepterait avec la dignité d'une lionne qui avait donné tout ce qu'elle pouvait donner. La matriarche éléphante approcha lentement, ses mouvements délibérés et non menaçants, et regarda les nouveau-nés avec ses yeux profonds et anciens. Elle émit un grondement bas, une vocalisation qui sembla communiquer approbation ou peut-être reconnaissance d'un accomplissement universel que toutes les mères, quelle que soit leur espèce, pouvaient comprendre. Puis elle se retourna et guida son troupeau vers une autre section du point d'eau, donnant à Naldi et à ses lionceaux l'espace dont ils avaient besoin tout en restant suffisamment proches pour que leur présence protectrice continue d'opérer. C'était un cadeau silencieux, un acte de gentillesse qui ne serait jamais raconté ni célébré, mais qui pourrait faire la différence entre la survie et l'extinction pour cette petite famille de lions. Les jours suivants furent une période de stabilité précaire. Naldi restait dans les buissons près du point d'eau, ne bougeant que pour boire et pour maintenir ses lionceaux propres et au chaud. Sa patte infectée était maintenant horriblement gonflée et décolorée, mais étrangement, la propagation de l'infection sembla ralentir. Peut-être que son système immunitaire, renforcé par l'hydratation adéquate et le repos relatif, avait finalement commencé à combattre efficacement. Ou peut-être que la nature avait simplement décidé qu'elle avait suffisamment souffert et lui accordait une petite miséricorde.
Quelle qu'en soit la raison, Naldi se sentait légèrement plus forte chaque jour, suffisamment pour commencer à envisager comment elle pourrait éventuellement nourrir non seulement ses lionceaux à travers son lait, mais aussi elle-même à travers une chasse réelle. Le problème était qu'avec 3 nouveau-nés complètement dépendants, elle ne pouvait pas partir chasser et les laisser sans défense. Dans une fierté normale, d'autres lionnes resteraient avec les petits pendant que leur mère chassait, créant un système de garde partagé qui permettait à tous de survivre. Mais Naldi était seule, et cette solitude créait un dilemme apparemment insoluble. Elle devait manger pour produire du lait pour nourrir ses petits, mais elle ne pouvait pas chasser sans abandonner ses petits à des prédateurs qui les tueraient certainement. C'était un piège différent de celui des babouins, mais tout aussi mortel à long terme. Pendant une semaine, elle survécut en mangeant des charognes qu'elle trouvait près du point d'eau, les restes d'une gazelle tuée par un léopard, une tortue qu'elle parvint à casser, même des poissons morts échoués sur le bord de l'eau pendant la saison sèche. Ce n'était pas suffisant, loin de là, mais c'était juste assez pour maintenir une production minimale de lait et la garder en vie. Puis, un matin, quelque chose de remarquable se produisit. Naldi fut réveillée par des bruits inhabituels venant du point d'eau. Elle leva prudemment la tête et vit un spectacle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un jeune buffle mâle, probablement malade ou blessé lui-même, s'était séparé de son troupeau et était venu boire seul. Il était clairement affaibli, sa démarche instable, ses yeux vitreux suggérant une fièvre ou une maladie. Et plus important encore, il était exactement entre Naldi et le point d'eau ouvert, ce qui signifiait qu'elle pouvait tenter une embuscade sans avoir à parcourir une grande distance. C'était une opportunité envoyée par le destin, une chance qu'elle ne pouvait pas se permettre de manquer, même si cela signifiait laisser ses lionceaux sans surveillance pendant les quelques minutes critiques que prendrait une attaque. Naldi vérifia que ses petits dormaient profondément, nichés dans les buissons épais où ils seraient difficiles à repérer pour la plupart des prédateurs. Puis, mobilisant toutes ses forces restantes et ignorant la douleur lancinante de sa patte blessée, elle se mit en position de chasse. Elle avança lentement, utilisant les buissons comme couverture, sa respiration contrôlée, son corps tendu comme un ressort prêt à se déclencher. Le buffle, dans son état maladif, ne détecta pas son approche avant qu'il ne soit trop tard. Naldi bondit avec une explosion de vitesse alimentée par le désespoir et la nécessité, ses griffes trouvant leur prise sur les flancs du buffle, ses mâchoires se refermant sur sa gorge avec la technique perfectionnée de milliers de générations de lionnes chasseuses. Le buffle tenta de se défendre, de la secouer, mais il était trop faible, et Naldi tenait avec la ténacité de quelqu'un qui sait que c'est littéralement une question de vie ou de mort. Après quelques minutes de lutte, le buffle s'effondra, sa vie s'écoulant tandis que Naldi maintenait sa prise mortelle. Quand tout fut terminé et que le buffle gisait immobile, Naldi lâcha prise et s'effondra elle-même à côté de sa proie, tremblante d'épuisement mais remplie d'un triomphe farouche. Elle avait réussi. Contre toute probabilité, avec une patte à peine fonctionnelle et un corps affaibli par des semaines de privation, elle avait réalisé une mise à mort qui fournirait assez de nourriture pour elle-même pendant des jours, peut-être même une semaine. Elle commença immédiatement à se nourrir, déchirant la viande avec une faim vorace qui avait été réprimée trop longtemps, sentant la force revenir dans son corps avec chaque bouchée de viande riche et nutritive. Entre les sessions d'alimentation, elle retournait vérifier ses lionceaux, qui étaient toujours en sécurité dans leur cachette, puis revenait à sa proie pour manger davantage. C'était un équilibre délicat, mais pour la première fois depuis qu'elle avait été chassée de sa fierté, Naldi sentait qu'elle pourrait réellement avoir une chance de survie à long terme. Les semaines suivantes virent une transformation graduelle mais remarquable. Avec une nutrition adéquate, le corps de Naldi commença à guérir. L'infection dans sa patte diminua progressivement, l'enflure se réduisant, la douleur devenant supportable puis presque insignifiante. Elle ne retrouverait jamais complètement la mobilité totale de cette patte, une légère boiterie permanente resterait comme un souvenir de son épreuve, mais c'était un petit prix à payer pour être en vie. Ces lionceaux grandissaient rapidement, leurs yeux s'ouvrant après 2 semaines pour révéler des iris bleu-gris qui deviendraient éventuellement ambrés comme ceux de leur mère. Ils commençaient à explorer leur environnement immédiat, leurs mouvements maladroits et adorables cachant les futurs prédateurs qu'ils deviendraient. Naldi les surveillait avec une vigilance constante, grondant d'avertissement chaque fois qu'ils s'éloignaient trop de la sécurité des buissons, les ramenant doucement avec sa gueule quand ils désobéissaient. Le point d'eau était devenu leur territoire de facto, et les autres animaux s'étaient adaptés à la présence de cette famille de lions inhabituels. La matriarche éléphante et son troupeau continuaient de revenir régulièrement, et une relation tacite s'était développée où les éléphants et les lions partageaient l'espace sans conflit, une coexistence qui aurait semblé impossible dans d'autres circonstances. Naldi avait même réussi 2 autres chasses, renforçant sa confiance et démontrant que malgré sa blessure permanente, elle conservait les compétences nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Les lionceaux, maintenant âgés de presque 2 mois, commençaient à montrer leur personnalité distincte. Le plus grand des mâles, que Naldi aurait pu appeler Jabari en honneur ironique du lion qu'il avait chassé, était audacieux et aventureux, toujours le premier à explorer de nouveaux espaces. Le deuxième mâle était plus prudent et réfléchi, observant attentivement avant d'agir.
La petite femelle était la plus féroce, déjà montrant une détermination qui rappelait sa mère dans les combats de jeu avec ses frères. Mais la paix fragile que Naldi avait construite autour du point d'eau ne pouvait pas durer indéfiniment. La savane est un système dynamique où les territoires changent, où les animaux migrent, où de nouveaux acteurs entrent constamment en scène pour perturber les équilibres établis. Et un jour, alors que les lionceaux avaient 3 mois, un nouveau défi émergea de la poussière de l'horizon. Un jeune mâle lion, encore dans la prime de sa vie mais déjà chassé de sa fierté de naissance et cherchant à établir son propre territoire, arriva au point d'eau. Son nom, dans le langage silencieux de la savane, aurait pu être To, signifiant lion en langue locale, car il était l'incarnation même de ce que devrait être un lion mâle, puissant, magnifique, dangereux. Sa crinière, bien que pas encore complètement développée, était déjà impressionnante, sombre et épaisse, encadrant un visage marqué par les cicatrices de combats précédents. To détecta immédiatement la présence de Naldi et de ses lionceaux. Son approche fut prudente mais confiante, celle d'un mâle qui savait qu'il avait l'avantage de la force et de la taille sur une femelle solitaire. Dans des circonstances normales, l'arrivée d'un mâle non apparenté serait une condamnation à mort pour les lionceaux, car les mâles tuent systématiquement les petits d'autres mâles pour éliminer la compétition génétique et pour faire entrer les femelles en chaleur plus rapidement, leur permettant de se reproduire et de propager leurs propres gènes. Naldi le savait instinctivement, et chaque muscle de son corps se tendit alors qu'elle se positionnait entre ses précieux lionceaux et ce danger potentiel. Elle était prête à se battre jusqu'à la mort si nécessaire, car protéger sa progéniture était un impératif qui dépassait même son propre instinct de survie. Ses lèvres se retroussèrent, révélant ses crocs en un grondement menaçant qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. To s'arrêta à une distance respectueuse, évaluant la situation avec l'intelligence d'un lion mature. Il voyait les lionceaux, il voyait la lionne férocement protectrice, et il voyait quelque chose de plus, les cicatrices sur le corps de Naldi, la légère boiterie qu'elle ne pouvait pas complètement cacher, et dans ses yeux, une histoire de survie contre des obstacles impossibles qui commandaient un certain respect. To était jeune, mais il n'était pas stupide. Il pouvait tuer les lionceaux, certainement, mais cela nécessiterait de combattre leur mère, et même une lionne seule et partiellement handicapée pouvait infliger des blessures graves à un mâle si elle était suffisamment désespérée. Et pourquoi ? Pour éliminer la progéniture d'un rival qu'il ne connaissait même pas, qui avait probablement été tué ou chassé depuis longtemps. Les calculs de coût-bénéfice qui gouvernent le comportement animal passèrent rapidement dans l'esprit de To, et il arriva à une conclusion qui défierait les attentes habituelles de la dynamique lion-lionne. Au lieu d'attaquer, To s'assit. C'était un geste simple, mais profondément significatif dans le langage corporel des lions. Il n'était pas en mode de combat, il n'était pas agressif envers les lionceaux, il était simplement là, une présence qui demandait reconnaissance plutôt que confrontation. Naldi, surprise par cette réaction inattendue, ne baissa pas sa garde mais diminua légèrement l'intensité de ses grondements, observant attentivement chaque mouvement du mâle. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, 2 lions évaluant mutuellement leurs intentions, communiquant dans un langage qui n'avait pas besoin de mots. Puis To se leva lentement et se dirigea vers le point d'eau, buvant sans hâte tout en gardant une distance respectueuse de Naldi et de ses petits. C'était une déclaration, il revendiquerait ce territoire, mais il n'était pas intéressé par un conflit inutile avec cette lionne et sa famille. Au cours des jours suivants, une dynamique extraordinaire se développa. To établit sa présence autour du point d'eau, marquant le territoire avec son urine et ses griffures sur les arbres, envoyant des rugissements nocturnes qui annonçaient à tous les autres mâles que cet endroit était maintenant sous sa protection. Mais il laissa Naldi et ses lionceaux tranquilles, maintenant une distance respectueuse qui n'était ni hostile ni particulièrement amicale. Initialement, Naldi était constamment sur ses gardes, s'attendant à ce que le mâle révèle finalement ses véritables intentions et attaque ses petits. Mais à mesure que les jours devenaient des semaines et que To continuait à ignorer les lionceaux, elle commença à se détendre légèrement. Plus surprenant encore, la présence du mâle apportait des avantages inattendus. Les hyènes, qui avaient occasionnellement tenté de harceler Naldi, s'éloignaient maintenant du territoire marqué par un mâle en pleine force. Les léopards, qui auraient pu voir les lionceaux comme des proies faciles, évitaient la zone. To, sans même s'en rendre compte peut-être, fournissait une protection parasol sous laquelle la petite famille de Naldi pouvait grandir plus en sécurité. Finalement, inévitablement, les interactions devinrent plus directes. Les lionceaux, maintenant âgés de 4 mois et incroyablement curieux, commencèrent à s'aventurer vers To pendant ces moments de repos sous les acacias. Naldi les surveillait avec anxiété, prête à intervenir à la moindre suggestion d'agression du mâle. Mais To, à la surprise de tous, toléra leur présence. Quand le petit mâle audacieux s'approcha et tenta timidement de jouer avec la queue du grand mâle, To se contenta de la déplacer hors de portée sans montrer de colère. Quand la petite femelle féroce essaya de grimper sur son dos, il grogna légèrement en avertissement mais ne fit rien de plus. C'était un comportement presque paternel, complètement inattendu étant donné que ces lionceaux n'étaient pas sa progéniture biologique. Peut-être que To, jeune et solitaire lui-même,
trouvait une certaine satisfaction dans cette structure familiale improvisée. Ou peut-être reconnaissait-il que dans la savane impitoyable, avoir des alliés, même des alliés aussi inhabituels, augmentait les chances de survie de tous. Les mois passèrent, et ce qui avait commencé comme une coexistence prudente évolua graduellement vers quelque chose qui ressemblait remarquablement à une fierté, bien qu'une fierté non conventionnelle. To et Naldi chassaient parfois ensemble, leurs efforts coordonnés leur permettant d'abattre des proies plus grandes qu'ils ne pourraient individuellement. Les lionceaux grandissaient rapidement, apprenant les compétences de chasse en observant et en participant aux pratiques de groupe. Le territoire autour du point d'eau devint un sanctuaire bien défendu où cette famille reconstituée prospérait contre toute attente. Naldi regardait souvent ses lionceaux jouer, leur force et leur santé un témoignage vivant du voyage incroyable qu'elle avait entrepris depuis ce jour terrible où elle avait été chassée de sa fierté originale. Elle pensait parfois aux Kopje et aux babouins, à cette armée simiesque qui avait failli la détruire, et elle se demandait si Kondo racontait encore l'histoire de la lionne qui s'était échappée, si sa légende vivait dans la mémoire collective de la troupe. En vérité, dans les Kopje distants, Kondo se souvenait effectivement. L'histoire de la lionne qui avait défié leur siège était devenue une légende cautionnaire parmi les babouins, un rappel que même la proie la plus faible et apparemment vaincue pouvait trouver des ressources inattendues quand la survie l'exigeait. Kondo était devenu plus prudent dans ses ambitions, plus respectueux des capacités de ses adversaires potentiels. Et dans cette prudence accrue, il y avait une sagesse qui garantissait que sa troupe survivrait et prospérerait pendant de nombreuses années à venir. Ainsi, paradoxalement, Naldi avait laissé son empreinte non seulement sur ses propres descendants, mais aussi sur la communauté qui avait essayé de la détruire, leur enseignant une leçon sur les limites de la puissance collective face à la volonté individuelle absolue. Les lionceaux de Naldi atteignirent finalement l'âge de 6 mois, un jalon crucial dans le développement des lions où ils commençaient à ressembler à de jeunes adultes plutôt qu'à des bébés. Leur tâche de naissance commençait à s'estomper, leurs mouvements devenaient plus coordonnés et puissants, et leur rugissement d'entraînement, bien que toujours comiquement aigu comparé à ceux des adultes, annonçait les voix terrifiantes qu'ils développeraient éventuellement. Naldi les observait avec une fierté maternelle mêlée de mélancolie anticipée, sachant que dans le cours naturel des choses, ils finiraient par la quitter pour établir leur propre territoire et fierté. Mais pour le moment, ils étaient toujours sa famille, toujours dépendants de ses enseignements et de sa protection, et elle chérissait chaque moment de cette période temporaire. Un soir, alors que le soleil se couchait dans une explosion spectaculaire de couleurs orange et pourpre qui embrasait tout l'horizon, Naldi se tenait sur une petite élévation près du point d'eau, regardant son territoire et sa famille. To était allongé sous son acacia préféré, sa silhouette massive se détachant contre le ciel rougeoyant. Les lionceaux jouaient près de l'eau, leurs cris joyeux et leurs rugissements d'entraînement remplissant l'air du soir. La matriarche éléphante et son troupeau approchaient pour leur boisson nocturne, leurs formes imposantes se déplaçant avec une grâce paisible à travers les hautes herbes. C'était une scène de beauté et d'harmonie, un moment où toutes les luttes et souffrances semblaient valoir la peine pour avoir créé cette perfection temporaire. Naldi pensa à son voyage, depuis la lionne blessée et désespérée qui s'était traînée vers des Kopje hostiles sans savoir qu'elle marchait vers un piège mortel, jusqu'à la matriarche confiante d'une famille prospère qui avait défié toutes les probabilités pour survivre. Elle avait affronté une armée de babouins intelligents et impitoyables qui avaient utilisé toutes leurs capacités cognitives pour essayer de la vaincre. Elle avait enduré la douleur, la faim, la soif et l'infection qui aurait tué la plupart des animaux. Elle avait donné naissance dans des circonstances désespérées, sans le soutien d'une fierté, sans même la garantie qu'elle survivrait assez longtemps pour voir ses petits ouvrir les yeux. Et pourtant, elle avait non seulement survécu mais prospéré, trouvant des alliés inattendus, créant une famille non conventionnelle et établissant un territoire qui pourrait servir de foyer pour les générations futures. La leçon de son histoire, si tant est qu'il y en ait une que les humains puissent extraire des drames complexes de la vie sauvage, était peut-être celle-ci. La survie dans un monde impitoyable exige non seulement la force et les compétences de prédation traditionnelles, mais aussi l'adaptabilité, l'intelligence, la volonté inébranlable, et parfois la capacité à accepter l'aide d'endroits inattendus. Les babouins avaient démontré que l'intelligence collective et la stratégie sophistiquée pouvaient transformer même les créatures relativement faibles en forces redoutables. Naldi avait prouvé que l'instinct maternel et la détermination absolue pouvaient accomplir ce qui semblait impossible. To avait montré que briser les patterns comportementaux attendus pouvait créer des opportunités pour des alliances mutuellement bénéfiques. Et la matriarche éléphante avait illustré que la compassion interspécifique, bien que rare, existe et peut faire une différence cruciale dans les moments de vulnérabilité extrême. Dans les années qui suivraient, les lionceaux de Naldi grandiraient et se disperseraient, portant avec eux les gènes de leur mère extraordinaire et les leçons qu'elle leur avait enseignées sur la résilience et l'adaptabilité. Le mâle audacieux formerait éventuellement sa propre coalition et revendiquerait un territoire impressionnant dans une région voisine. Le mâle prudent deviendrait connu pour son intelligence de chasse et sa capacité à éviter les conflits inutiles. La petite femelle féroce établirait une fierté qui dominerait son secteur pendant une génération,
ses propres filles perpétuant la lignée de Naldi avec le même courage et la même détermination qui avaient caractérisé leur grand-mère. Et dans les histoires que les lions ne racontent pas avec des mots mais transmettent à travers leurs gènes et leur comportement, l'héritage de Naldi vivrait, une preuve que même face aux armées organisées, aux pièges mortels et aux circonstances les plus désespérées, la vie trouve un chemin. Les Kopjes ou l'armée des Babouins avaient presque triomphé restèrent sous le contrôle de Kondo et de sa troupe pendant de nombreuses années encore. Les Babouins continuèrent à développer leur tactique de chasse et de défense collective, devenant l'une des troupes les plus formidables de toute la région. Ils défendraient avec succès leur territoire contre de nombreux prédateurs et compétiteurs, utilisant les leçons qu'ils avaient apprises de leur confrontation avec Naldi pour affiner leur stratégie. Dans un sens, la lionne qu'ils avaient essayé de tuer leur avait donné un cadeau, la compréhension que même face à un adversaire physiquement supérieur, l'intelligence, la coordination et la persistance pouvaient égaliser les chances, et que sous-estimer un adversaire désespéré était une erreur potentiellement fatale. Le point d'eau où Naldi avait trouvé refuge et construit sa nouvelle vie continua d'être un centre vital d'activité dans la savane, attirant une diversité d'espèces qui coexistaient dans l'équilibre délicat de prédateurs et de proies, de compétiteurs et de coopérateurs. Les éléphants revenaient génération après génération, et parfois, quand la matriarche originale était déjà très âgée, elle regardait les descendants de Naldi et semblait se souvenir de cette nuit où elle avait offert protection à une lionne désespérée et enceinte, un acte de compassion dont les répercussions s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Et Naldi elle-même. Elle vécut plusieurs années de plus, vieillissant gracieusement comme le font les lionnes qui ont survécu aux épreuves de la jeunesse et atteint la maturité. Sa boiterie légère ne disparut jamais complètement, un rappel permanent de l'infection qui avait failli la tuer et de la patte blessée qui avait compliqué chaque moment de son évasion et de sa survie. Mais cette boiterie devint aussi un badge d'honneur, une marque distinctive qui disait à quiconque la voyait qu'ici se tenait une survivante, une lionne qui avait enduré ce qui aurait détruit des individus moins déterminés. Elle eut d'autres portées au fil des ans, parfois avec taux, parfois avec d'autres mâles qui passèrent par le territoire, élargissant sa contribution génétique à la population de lions de la région. Et chaque fois qu'elle mettait bas, elle se souvenait de cette première portée terrible et miraculeuse, née au bord du point d'eau sous la protection improbable d'éléphants compatissants, et elle ressentait une gratitude profonde pour le simple fait d'être en vie et capable de continuer le cycle éternel de la vie. Finalement, comme toutes les créatures mortelles, Naldi atteignit la fin de son voyage. Par une nuit claire étoilée, alors qu'elle avait atteint un âge avancé pour une lionne sauvage, elle s'allongea sous l'acacia près du point d'eau qui avait été son sanctuaire et son foyer pendant tant d'années. Ses descendants adultes étaient dispersés à travers la savane, chacun portant son héritage génétique et ses enseignements comportementaux. To, maintenant également âgé et marqué par de nombreuses batailles, était allongé non loin, une présence familière et confortable. La matriarche éléphante, elle-même dans ses dernières années, passa près du lieu de repos de Naldi et s'arrêta, comme si elle reconnaissait que quelque chose de significatif se terminait. Elle toucha doucement Naldi avec sa trompe, un geste de reconnaissance et peut-être d'adieu, puis continua lentement son chemin. Naldi ferma ses yeux ambrés pour la dernière fois, son corps épuisé mais en paix, son esprit rempli non pas de regrets mais de satisfaction pour une vie extraordinairement bien vécue contre des obstacles extraordinaires. Elle avait survécu à un piège mortel tendu par une armée de babouins intelligents. Elle avait donné naissance et élevé avec succès plusieurs portées de lionceaux. Elle avait établi un territoire et créé une famille non conventionnelle qui avait défié les normes habituelles du comportement des lions. Elle avait laissé un héritage génétique et comportemental qui influencerait les générations futures. Et peut-être plus important que tout, elle avait prouvé que même dans le monde brutal et impitoyable de la savane africaine, où la loi du plus fort règne et où la compassion semble être un luxe que peu peuvent se permettre, il y a de la place pour des histoires d'espoir, de résilience et de triomphe contre toute attente. Son corps serait découvert le lendemain par des vautours, et dans le cycle éternel de la savane, ses nutriments retourneraient à la terre, nourrissant les plantes qui nourriraient les herbivores qui nourriraient les carnivores, continuant la chaîne sans fin de la vie et de la mort. Mais son histoire, gravée dans l'ADN de ses descendants et dans les mémoires collectives des créatures qu'il avait connues, continuerait à vivre. Les babouins dans leurs Kopjes lointains raconteraient encore, pendant des générations, l'histoire de la lionne qui s'était échappée de leur siège imprenable. Les éléphants transmettraient d'une manière que les humains ne comprennent pas encore complètement le souvenir de la compassion interspécifique qui avait sauvé une mère et ses petits. Et les descendants de Naldi porteraient en eux les traits qui avaient rendu leur ancêtre extraordinaire, la résilience face à l'adversité, l'intelligence adaptative, la détermination inébranlable à protéger sa progéniture coûte que coûte. Dans les vastes plaines de la savane africaine où le soleil continue de se lever et de se coucher sur des drames de vie et de mort qui se répètent depuis des millions d'années, l'histoire de Naldi et de l'armée des babouins devint une légende muette, racontée non pas en mots mais en action, en survie, en adaptation. C'était un rappel que dans la nature, il n'y a pas de garantie, pas de justice inhérente, pas de récompense promise pour la vertu ou de punition assurée pour la cruauté. Il y a seulement la lutte constante pour exister, pour transmettre ses gènes, pour laisser une empreinte aussi petite soit-elle sur le vaste tissu de la vie.
Et parfois, juste parfois, les individus les plus improbables accomplissent des choses extraordinaires qui redéfinissent ce que nous pensions possible, qui élargissent notre compréhension de la capacité de la vie à persister et à s'adapter, et qui nous rappellent que même dans le monde le plus impitoyable, l'espoir n'est jamais complètement éteint tant qu'il reste une étincelle de volonté de continuer. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie. Car chaque histoire de survie, chaque témoignage de résilience, chaque exemple de détermination face à des obstacles impossibles enrichit notre compréhension collective de ce que signifie vraiment vivre dans un monde où rien n'est garanti sauf le changement constant et la nécessité perpétuelle de s'adapter ou de périr. La savane africaine continue son existence éternelle, indifférente aux drames individuels qui se jouent sur sa vaste scène. Les babouins continuent de se rassembler dans leurs copses rocheux, leur société complexe évoluant et s'adaptant aux défis changeants de leur environnement. Les lions continuent de chasser, de se reproduire, de défendre leur territoire et d'élever leurs petits dans un monde où la mortalité infantile est élevée et où seuls les plus forts, les plus chanceux ou les plus intelligents atteignent l'âge adulte. Les éléphants continuent leur migration séculaire, guidés par des mémoires matriarcales qui s'étendent sur des générations et qui cartographient des paysages que les humains commencent seulement à comprendre. Et dans cette tapisserie complexe de vie interconnectée, chaque histoire individuelle comme celle de Naldi ajoute une couleur, une texture, une signification qui contribue à la richesse incroyable de l'existence sur cette planète. Pour nous, observateurs humains de ces drames naturels, il y a des leçons profondes à extraire si nous choisissons de les voir. La confrontation entre Naldi et l'armée des babouins nous enseigne que l'intelligence n'est pas le monopole d'une seule espèce et que la capacité à stratégiser, à coordonner et à s'adapter se trouve à travers le règne animal sous des formes diverses et souvent surprenantes. Le voyage de survie de Naldi nous rappelle que la détermination maternelle est l'une des forces les plus puissantes de la nature, capable de mobiliser des réserves d'énergie et de volonté qui semblent défier les limites physiques. La compassion inattendue de la matriarche éléphante nous suggère que même dans un monde gouverné par la compétition et la prédation, il y a de la place pour l'empathie interspécifique et pour des actes de bonté qui ne peuvent pas être expliqués uniquement par l'avantage évolutif direct. Et la formation de la fierté non conventionnelle entre Naldi, Tao et les lionceaux nous montre que les structures sociales dans la nature sont plus flexibles et adaptatives que nous ne le supposons souvent, capables de se reconfigurer en réponse à des circonstances changeantes. Ces leçons résonnent avec nos propres expériences humaines de manière profonde et parfois inconfortable. Nous aussi faisons face à des obstacles qui semblent insurmontables, à des adversaires qui paraissent avoir tous les avantages, à des moments où la survie elle-même semble improbable. Nous aussi devons trouver des réserves de force que nous ne savions pas posséder, nous adapter à des circonstances qui défient nos plans et nos attentes, accepter l'aide d'endroits inattendus et former des alliances avec ceux que nous aurions pu considérer comme des rivaux dans d'autres contextes. Nous aussi devons équilibrer le désir de protéger ceux que nous aimons avec la nécessité de prendre des risques pour assurer non seulement notre survie, mais notre capacité à prospérer. Et nous aussi laissons des héritages qui s'étendent au-delà de notre existence physique, transmis à travers nos enfants, nos actions, nos créations et les souvenirs que nous laissons dans les esprits de ceux qui nous ont connus. La différence, bien sûr, est que nous avons la capacité de réfléchir consciemment sur ces parallèles, d'extraire la signification et de créer des narrations qui transforment des événements bruts en histoire avec des thèmes, des leçons et des inspirations. Naldi n'a jamais su qu'elle était héroïque, elle agissait simplement selon ses instincts les plus profonds et ses impératifs biologiques. Les babouins n'ont jamais conceptualisé leur siège comme une manifestation d'intelligence collective, ils répondaient simplement aux opportunités et aux menaces selon les capacités que l'évolution leur avait données. La matriarche éléphante n'a probablement jamais pensé à son acte de protection comme à de la compassion dans le sens où nous comprenons ce terme, elle agissait peut-être selon une impulsion qui avait ses racines dans ses propres expériences maternelles et dans la structure sociale complexe des éléphants. Mais nous, en observant et en racontant ces histoires, créons des significations qui nous aident à comprendre non seulement le monde naturel, mais aussi notre propre place dans celui-ci. Et c'est peut-être la valeur ultime de telles histoires, pas qu'elles nous donnent des réponses faciles ou des morales simplistes, mais qu'elles nous confrontent à la complexité, à l'ambiguïté et à la beauté terrible de l'existence elle-même. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement ce qu'elle est, un système d'une complexité stupéfiante où la vie et la mort sont entrelacées de manière inextricable, où la cruauté et la compassion coexistent, où la tragédie et le triomphe peuvent être séparés par des secondes ou des centimètres. En contemplant ces réalités à travers des histoires comme celle de Naldi, nous développons une appréciation plus profonde pour la fragilité et la résilience de la vie, pour les façons miraculeuses dont les organismes s'adaptent et survivent, et pour l'interconnexion fondamentale de toutes les créatures vivantes qui partagent cette planète. Alors que le soleil se couche une fois de plus sur la savane africaine, peignant le ciel de couleurs spectaculaires qui ont inspiré les humains depuis le début de notre existence en tant qu'espèce, quelque part dans ces vastes plaines, les descendants de Naldi se préparent pour leur chasse nocturne. Ils ne savent pas qu'ils portent en eux l'héritage d'une ancêtre extraordinaire qui a survécu à un siège mortel par une armée de babouins,
qui a donné naissance dans des circonstances désespérées, qui a trouvé protection sous l'ombre improbable d'éléphants compatissants, et qui a construit une famille et un héritage contre toute probabilité. Ils savent seulement qu'ils sont vivants, qu'ils sont forts, et qu'ils doivent chasser pour survivre un jour de plus dans ce monde magnifique et impitoyable. Et dans cette simple continuation de l'existence, dans cette perpétuation de la vie face à des défis constants, se trouve la véritable victoire de Naldi, non pas qu'elle ait échappé à la mort, car la mort vient finalement pour tous, mais qu'elle ait transmis la vie, qu'elle ait donné à ses descendants une chance de chasser sous les étoiles africaines, de ressentir le vent dans leur fourrure, de connaître la satisfaction d'une chasse réussie et la chaleur d'une famille, même si cette famille est aussi temporaire que tout le reste dans l'univers en constante évolution. Et quelque part dans les Kopje rocheux, les descendants de Kondo et de sa troupe de babouins se rassemblent pour la nuit, leurs sentinelles postées pour surveiller les prédateurs potentiels, leur société complexe continuant à évoluer et à s'adapter. Ils aussi portent un héritage, celui d'une confrontation avec une lionne désespérée qui leur a enseigné que même l'intelligence collective et la coordination sophistiquée ont leurs limites face à une volonté individuelle absolue alimentée par l'instinct maternel le plus fondamental. Ces leçons, codées non pas en mots mais en comportements transmis de génération en génération, continuent de façonner comment ils interagissent avec leur environnement, comment ils évaluent les risques et les opportunités, comment ils équilibrent l'audace avec la prudence. Le point d'eau où tant de cette histoire s'est déroulée continue d'être un centre de vie dans la savane, ces eaux attirant une diversité d'espèces qui viennent boire, se rafraîchir et interagir dans la chorégraphie complexe de la coexistence et de la compétition. Les éléphants viennent toujours, leur troupe matriarcale maintenant la connaissance de cette source d'eau précieuse à travers des générations de mémoires transmises. Peut-être que parfois, quand une jeune femelle éléphante voit une lionne blessée ou en détresse, quelque chose dans sa conscience ancestrale se souvient de l'acte de compassion de sa grand-mère ou arrière-grand-mère, et elle agit avec une gentillesse qui défie l'explication purement rationnelle. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était un moment unique, une convergence singulière de circonstances qui ne se répétera jamais exactement de la même manière. La nature est pleine de ces ambiguïtés, de ces mystères qui résistent à des explications simples. Ce qui reste certain, cependant, c'est que l'histoire de Naldi et de l'armée des babouins a laissé une marque indélébile sur cet écosystème particulier. Chaque descendant de Naldi qui chasse dans la région, chaque babouin qui a appris la prudence améliorée face aux prédateurs apparemment vaincus, chaque éléphant qui pourrait agir avec compassion inhabituelle envers d'autres espèces en détresse, tous portent en avant les répercussions de ces événements extraordinaires. Et nous, en tant qu'observateurs humains et narrateurs, en racontant et en réfléchissant sur de telles histoires, participons à notre propre façon à leur perpétuation, transformant des événements naturels en récits qui informent notre compréhension, inspirent notre imagination et nous connectent plus profondément au monde naturel dont nous faisons partie, même quand nos vies modernes semblent nous avoir éloignés de la lutte brute pour la survie que nos ancêtres connaissaient intimement. La savane africaine, avec ses cycles éternels de sécheresse et de pluie, de naissance et de mort, de chasse et d'évasion, continue indifférente à nos tentatives de trouver du sens et de créer des narratives. Elle est simplement ce qu'elle est, un écosystème d'une beauté et d'une brutalité stupéfiantes où la vie se manifeste sous d'innombrables formes, chacune luttant pour son existence avec les outils que l'évolution lui a donnés. Et dans cette vaste tapisserie de vie interconnectée, l'histoire d'une lionne nommée Naldi qui a survécu à un siège mortel par une armée de babouins intelligents n'est qu'un fil parmi des millions, mais c'est un fil qui brille avec une luminosité particulière, illuminant des vérités sur la résilience, l'adaptation, la détermination et la capacité surprenante de la vie à persister contre des obstacles qui semblent insurmontables. Et c'est peut-être ce qui rend de telles histoires si puissantes et si nécessaires dans notre monde moderne. Elles nous rappellent d'où nous venons, des millions d'années de lutte évolutive où seuls les ancêtres les plus adaptables, les plus résilients et parfois les plus chanceux ont survécu pour transmettre leurs gènes. Elles nous montrent que les défis que nous affrontons, aussi difficiles qu'ils puissent paraître, font partie d'une tradition ancienne de créatures surmontant l'adversité. Elles illustrent que l'intelligence, la stratégie, la coordination et la compassion ne sont pas des inventions humaines, mais des adaptations qui apparaissent à travers le règne animal sous diverses formes. Et elles nous inspirent à trouver en nous-mêmes les réserves de force et de détermination que nous pourrions ne pas savoir posséder, à persévérer face à des obstacles qui semblent impossibles, et à créer nos propres héritages qui s'étendront au-delà de nos existences limitées. La nuit est maintenant complètement tombée sur la savane, et le ciel est rempli d'étoiles d'une brillance qui ne peut être vue que loin des lumières artificielles de la civilisation humaine. Quelque part sous ces étoiles, un jeune lion mâle, arrière-petit-fils de Naldi bien qu'il ne le sache jamais, pousse son premier rugissement adulte, annonçant sa présence au monde et revendiquant sa place dans l'ordre éternel des choses. C'est un son qui a résonné à travers la savane africaine pendant des millions d'années, qui a terrifié et inspiré les humains depuis que nos ancêtres ont commencé à marcher debout sur ces mêmes plaines. C'est un son qui parle de puissance, de territoire, de défiance face au monde, et de la détermination inébranlable de survivre et de se reproduire. Et dans ce rugissement résonne l'écho de Naldi elle-même, sa force, sa résilience, son refus de capituler face à des ennemis qui avaient tous les avantages, son triomphe ultime non pas sur la mort, qui vient pour tous, mais sur l'oubli, en laissant derrière elle une lignée qui continue de prospérer.
Les babouins dans leur cope entendent ce rugissement et resserrent instinctivement leur rang, les mères tenant leurs petits plus près, les mâles dominants se positionnant de manière à protéger le groupe. Ils ne savent pas que ce jeune lion porte les gènes de la lionne qui a autrefois échappé à leur siège. Mais peut-être que quelque part dans leur mémoire collective, ils se souviennent de la leçon qu'elle leur a enseignée sur le respect des adversaires et sur les limites de leur propre puissance. Et dans cette mémoire, dans cette prudence transmise de génération en génération, l'influence de Naldi continue de se faire sentir longtemps après que son corps physique soit retourné à la terre. L'histoire de Naldi et de l'armée des babouins n'est pas une histoire avec une morale simple ou une fin nette. C'est une histoire sur la complexité de la vie, sur les façons imprévisibles dont les événements se déroulent, sur les conséquences inattendues de nos actions et décisions. C'est une histoire qui reconnaît à la fois la brutalité et la beauté de la nature, qui ne détourne pas le regard de la réalité de la prédation et de la mort, mais qui célèbre aussi la résilience extraordinaire de la vie et la capacité des créatures individuelles à accomplir des choses remarquables. C'est une histoire qui nous rappelle que dans la grande tapisserie de l'existence, chaque fil compte, chaque vie a de la valeur, chaque lutte pour la survie contribue à la richesse et à la diversité de notre monde. Et c'est une histoire qui, espérons-le, inspire ceux qui l'entendent à regarder le monde naturel avec un nouveau respect et une nouvelle appréciation, à reconnaître l'intelligence et la complexité émotionnelle qui existent à travers le règne animal, à valoriser la conservation des écosystèmes qui permettent à de telles histoires de continuer à se dérouler, et à trouver en eux-mêmes la résilience et la détermination de Naldi quand ils affrontent leurs propres défis. Car au final, nous sommes tous des participants dans la grande aventure de la vie sur cette planète, tous connectés par des fils invisibles d'évolution partagée et de destin commun. Et les leçons que nous apprenons des autres créatures avec lesquelles nous partageons ce monde peuvent nous aider à naviguer dans nos propres voyages avec plus de sagesse, de compassion et de courage. Sous les étoiles africaines qui ont été témoins de d'innombrables drames de survie et de mort depuis des temps immémoriaux, la vie continue son cours éternel, indifférente mais magnifique, brutale mais belle, mystérieuse mais révélatrice. Et quelque part dans cette immensité, l'esprit de Naldi vit encore, non pas comme une entité surnaturelle mais comme un héritage génétique et comportemental qui continue d'influencer le monde, comme une histoire qui inspire et enseigne. Comme un rappel que même dans les circonstances les plus désespérées, l'espoir n'est jamais complètement perdu tant qu'il reste une étincelle de volonté de continuer, de se battre, de survivre et de transmettre la vie à la prochaine génération.